Je voudrais m'adresser directement au secrétaire général de l'ONU. Il est temps que vous retiriez la finule des bastions du Hezbollah et des zones de combat. L'armée israélienne l'a demandé à plusieurs reprises et s'est heurtée à des refus répétés, qui visent tous à fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah. Votre refus d'évacuer les soldats de la finule en fait des otages du Hezbollah. Voilà, Israël qui pendant ce temps avance sur le terrain au sud du Liban. Des images en témoignent encore. On ne sait pas très bien, est-ce que Colin Goya, on a une idée, disons, de l'avancée, de l'ampleur des troupes. Alors, il y a les bombardements à Beyrouth, on l'a suivi tout au long des derniers jours, et il y a ces récentes avancées de l'armée israélienne. Est-ce qu'on sait combien de soldats israéliens, ce jour, sont sur le territoire du Liban ? Alors c'est difficile à dire, les Israéliens pratiquent des raids à l'intérieur, mais pas très profond, hein. Ça va à quelques kilomètres, ils sont emparés du petit village de Mahoun al-Has. C'était très important pour eux parce qu'en 2006, ils avaient subi quelques déboires dans ce village. Là, ils ont pris leur revanche d'une certaine façon et ils mordent sur la frontière. Leur but, pour l'instant, c'est pas de conquérir du territoire, c'est de détruire les infrastructures et les installations du Hezbollah partout où ils le peuvent le long de la frontière. Donc c'est des petites opérations qui mordent, parfois ils reviennent en territoire israélien. Ce n'est pas des opérations de grande ampleur pour l'instant. Peut-être qu'on passera à des choses qui seront beaucoup plus importantes en destination, en essayant d'aller beaucoup plus en profondeur, peut-être en direction du Litanie. Mais pour l'instant, on reste vraiment sur le bord de la frontière. Mais ça s'étend en largeur, si vous voulez. Ça s'étend tout le long, maintenant pratiquement tout le long, ce qu'on appelle pas la frontière, mais la ligne bleue. Qu'en est-il en étant sur place? Arthur Saradin, vous êtes avec nous parmi nos envoyés spéciaux et correspondants sur l'état de l'avancée israélienne. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui vous est rapporté? Alors pour l'instant, en fait, nous, on a très peu d'informations. On est dépendant des images qu'on a des rares habitants qui sont restés côté du sud du Liban. On a aussi les déclarations de la finule et on a les images de certains journalistes qui sont en bed avec l'armée israélienne et qui partent du nord israélien pour aller dans ces territoires qui sont de plus en plus détruits sur ces premiers villages frontaliers. Donc on a pu en identifier certains qui vont de la pointe ouest du pays jusqu'à peu près 70% de la frontière vers l'est. Donc on a vu des villages qui étaient entièrement détruits, notamment Yaroun, Maroun al-Ras, avec des bulldozers israéliens qui rentraient sur ces premiers villages frontaliers pour détruire un certain nombre de maisons et aplanir les premières centaines de mètres de territoire libanais. Donc là, les commentaires qu'on a évidemment dans les médias libanais et auprès des populations civiles, c'est évidemment cette inquiétude sur la progression vers le nord des troupes israéliennes et avec ce spectre, celui d'un retour de l'occupation israélienne sur le sud du Liban que le pays a connu et qui sont aussi alimentés par les discours de dirigeants israéliens sur cette création d'une zone tampon qui séparait le nord israélien du Liban par, une présence militaire israélienne sur les premiers kilomètres après la frontière sur le territoire libanais. Regardons certaines de ces images. Écoutez bien la séquence qui va suivre. Vous l'avez partagée, vous, sur votre compte Twitter, Arthur Saradin. Ce sont des soldats israéliens qui s'introduisent dans une de ces maisons au sud du Liban. Alors, c'est des images qui sont très abondamment commentées, qui montrent à quel point les soldats israéliens assument tout à fait, d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui sont filmés là, leur entrée dans ces maisons, dans des villages où parfois le Hezbollah a toujours ses dispositifs. Regardez. Nous sommes au Liban, le 6 octobre. Nous sommes arrivés hier soir vers 21h. Nous sommes allés nous coucher vers 5h du matin. C'est ça? Oui, vers 5h du matin. Là, nous sommes dans une maison de Libanais qui ont de l'argent. C'est une maison incroyable. C'est pas comme à Gaza, c'est incomparable. Désolé de vous interrompre, mais joyeux Noël. Joyeux Noël. Et en plus, c'est ce film. Voilà, Arthur Saradin, peut-être d'abord, puisque c'est vous qui avez remarqué et partagé ces images. On voit le travail vraiment maison par maison de l'armée israélienne qui pénètre dans ces villages. Oui, c'est plusieurs images qui sont partagées ces derniers jours par des journalistes, notamment du site Bellingcat, qui est un site d'investigation qui fait ce qu'on appelle de l'OSINT, en fait, de la recherche en source ouverte sur des images qui sont souvent partagées sur les comptes personnels de soldats israéliens. On a pu en voir plusieurs, des soldats israéliens qui rentrent dans des maisons de civils pour casser des objets, certains ont pris de l'argent, d'autres des cartes d'identité. Disons que pour faire un commentaire autour de ces séquences,
Du point de vue des civils libanais, c'était des images avec une grande violence symbolique. Elles rappellent deux choses. Eh bien, d'abord, la présence militaire israélienne sur le territoire libanais, notamment dans des maisons civiles qui sont ciblées, détruites par les bulldozers que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis aussi, encore une fois, le retour de l'histoire. À la fois, je mentionnais le retour de cette crainte de l'occupation, mais aussi des scènes que beaucoup de Libanais ont vues de Gaza cette dernière année. Avec le zèle de soldats ont pu donner naissance à ces images qui ont choqué l'opinion publique arabe et particulièrement au Liban et qu'on voit maintenant se reproduire dans des scènes du sud Liban, dans des habitations qui appartenaient à des personnes et qui aujourd'hui, eh bien, on voit de plus en plus d'habitants du sud Liban qui s'inquiètent de ces progressions, à savoir si leurs maisons et si leurs biens en tant que civils seront touchés, détruits par ces incursions israéliennes. Arthur Saradin, merci infiniment. Michel Goya, ces jeunes soldats, ils ont quoi, 20 ans ? Oui, oui, ce sont des conscrits, ce sont des appelés. Ils ont 20 ans, un bataillon de conscrits, il a 21 ans d'âge de moyenne. Oui. Restons un moment là-dessus. C'est évidemment, il y a beaucoup à analyser sur ces images. La dimension aussi de vengeance, il faut dire ce qui est. Il ne faut pas se cacher cette réalité. Elle existe dans toutes les guerres. Dans toutes les guerres. Dès après le 7 octobre, le président israélien lui-même, Herzog, avait eu des paroles sur l'idée de vengeance. En Europe de l'Ouest, encore une fois, on déteste cette idée-là. Elle existe au Proche-Orient, dans les deux camps. Ils ont pris des coups. Et M. Netanyahou aussi. Non, ça avait beaucoup choqué, effectivement, quand le président Herzog, concernant les Palestiniens, avait dit, je cite, c'est toute une nation qui est responsable. Ce sont ces paroles exactes. Et de la même façon, ces soldats israéliens qui vont au sud-Liban considèrent que les villages où se trouvaient les combattants du Hezbollah, tout le monde est un peu responsable. Mais c'est doctrinal dans l'armée israélienne. Ça a été d'ailleurs énoncé par le général Gadi Eisenkot en 2008. La doctrine porte un nom, Dahieh, qui est le quartier de Beyrouth Sud, et où il explique par le menu qu'il n'y aura aucune distinction faite entre civils et terroristes lorsque des installations civiles, justement, sont utilisées pour cibler Israël. En gros, il assume la commission de crimes de guerre. C'est la logique de punition collective. En Israël, parfois, quand on retrouve le terroriste, on détruit souvent toute la maison ou toute la famille. Mais les Américains faisaient la même chose en Irak et en Afghanistan. Ça, c'est pas propre à Tsahal. Oui, effectivement. Et les Russes le font ailleurs. J'en étais témoin en Tchétchénie, par exemple. Il y a cette idée, d'abord, toujours de riposte disproportionnée, c'est-à-dire qu'il faut frapper très fort lorsqu'on est attaqué, faire mal. Et puis là, on est face à un adversaire on n'est plus face à des armées régulières. Assez clair, on les voit. Là, on a des adversaires qui sont incrustés dans la population. Et donc, il y a cette idée aussi que on peut faire un peu pression sur la population, sur l'environnement, pour que lui-même fasse pression sur le Hezbollah. C'est ce que disait exactement le général Eisenkot, disant voilà, c'est en faisant pression sur l'ensemble du Liban qu'il y aura une pression sur le Hezbollah, que le Hezbollah sera désarmé par l'armée régulière, etc. Ce qui, globalement, ne marche jamais, il faut quand même le préciser. Oui, c'est le drame de cette guerre, c'est que c'est pas un choc entre armées régulières, mais entre une armée, Tsahal, et des terroristes qui sont imbriqués de façon très forte dans la population civile, et du coup ça entraîne des dommages civils qui sont absolument épouvantables à Gaza, et on peut craindre qu'il y ait les mêmes effets qui se passent au Liban. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'Israël peut faire autrement, sachant que là, pour le coup, que ce soit les terroristes du Hamas ou ceux du Hezbollah, ils se servent des populations civiles comme d'un bouclier humain pour se protéger derrière elles, et on voit mal comment on peut éviter ce genre de dommages du côté de l'armée israélienne. On va revoir dans un instant ces images de ces villages comme Maroun al-Ras. Il y a un très bon document du New York Times à ce sujet-là, où on voit comment tout a été détruit, aplati littéralement, de façon très assumée par les Israéliens. Et c'est ce que Arthur disait tout à l'heure, les Libanais, les Libanaises n'ont qu'un mot à la bouche en ce moment, c'est Gaza. Et ça ressemble à... Ils font la comparaison. À Gaza, oui, tout à fait. Et ça, c'est absolument dramatique. Il faut dire là que Emmanuel Macron avait raison quand il a fait la comparaison. Sur le moment, tout le monde lui est tombé dessus en disant « Mais comment osez-vous faire une comparaison pareille ?» Quand il disait « Le Liban ne doit pas devenir un nouveau Gaza », on n'est pas du tout là, mais dans certaines régions, oui, il y a des destructions très fortes. Mais Guillaume pose une excellente question, c'est-à-dire est-ce que c'est la seule manière
de combattre une organisation terroriste qui effectivement se loge dans un environnement civil, etc. Parce que c'est pas la première fois qu'Israël est confronté à cette menace, et on a le sentiment d'un cycle qui se renouvelle comme ça ad nauseam, et qui entraîne en fait une spirale de violence à travers toute la région, et qui finit par ne rien résoudre. C'est-à-dire que ces images-là, du point de vue libanais, moi je pense qu'elles sont davantage incitatives que dissuasives. Elles génèrent énormément de colère et de ressentiment, et ça c'est loin de garantir la sécurité de l'État hébreu. Écoutez le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui l'assume entièrement. Il dit « Chaque village est une cible militaire, on détruit tout ». Au cours de l'observation que je viens de faire, nous pouvons voir toute la première ligne de villages du Hezbollah s'étendre devant nous. Ce qui caractérise ces lieux, c'est que chacun d'entre eux est une cible militaire et un avant-poste souterrain avec de nombreux tunnels. On y trouve des munitions, des centaines de roquettes, des mitrailleuses, des missiles anti-chars, et notre armée est en train de tout détruire. Cible après cible, sous terre et en surface. Tout endroit de ce type sera non seulement détruit, mais nous ne permettrons pas le retour des terroristes dans ces lieux. C'est l'essentiel pour maintenir la sécurité des habitants du Nord. Voilà, cette politique très assumée. Vous êtes toujours avec nous, Raphaël Jérusalemi. Qu'on entende tous les points de vue, donnez-nous le point de vue israélien, qu'on comprenne. Quand on voyait tout à l'heure ces jeunes soldats qui se comportent de manière pas très reluisante dans ces maisons dans lesquelles ils fouillent, que répondre à ceux qui vous disent « mais ça, c'est pas l'armée la plus morale du monde », comme on le dit souvent, c'est trop brutal, c'est trop de destruction dans cette partie du sud du Liban. Alors, il y a des soldats qui commettent des infractions, effectivement. Grâce à cette exposition sur les réseaux sociaux, ils vont être jugés et punis par l'armée, car ce qu'ils font est interdit et ils sont punis. Alors, moi, personnellement, avant de parler de ces soldats, je veux juste dire que il y a civil et civil innocent, c'est pas la même chose. Okay, un civil n'est pas automatiquement innocent. On l'a vu à Gaza avec les civils qui sont passés avec les terroristes vers les kibboutz frontaliers le 7 octobre, on le voit au Liban avec ce que j'appelle moi les collabos. Lorsque vous combattez les nazis, vous combattez aussi les collabos. Les collabos ne portaient pas l'uniforme des SS ni l'uniforme de l'armée allemande, c'était quand même, ils faisaient partie de la machine nazie. Dans ces villages du sud de Liban, la majorité des civils sont les familles même des terroristes du Hezbollah, de la force Radouane. Ils y viennent habiter avec leurs familles, lesquelles familles jouent d'ailleurs un rôle logistique et autres dans l'organisation militaire du Hezbollah. Et ces villages sont des villages renforcés, des entrepôts d'armes sous lesquels on creuse aussi des tunnels pour atteindre Israël. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innocents du tout qui soient victimes des combats qui ont lieu en ce moment, mais dans l'ensemble, alors là aussi où je m'oppose complètement à ce qui vient d'être dit, je connais aussi bien la situation au Liban que tout le monde sur ce plateau, une grande partie aujourd'hui des Libanais voient en Tzahal le libérateur du Liban et l'occasion pour les Libans de reprendre son destin en main. Il n'y a que les pro-chiites et les pro-terroristes qui sont offusqués. Maintenant, je terminerai juste en disant une chose à propos des soldats de Tzahal. Vous avez vu leur âge, c'est de 18 à 20 ans. Et il n'est absolument pas question pour moi de risquer la vie de ces jeunes gens. Quoi qu'il en soit, ce sont des héros et c'est l'armée la plus éthique du monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la FINUL a montré à quel point elle était non éthique, car les tanks dont on a parlé de Tzahal qui ont dû se réfugier dans une position de la FINUL, il y a eu non-assistance à personne en danger. C'était des tanks qui étaient attaqués par des missiles anti-tanks et qui évacuaient des blessés. Et la FINUL a refusé d'ouvrir son portail à ces tanks qui évacuent des blessés. Donc moi, je conclus en disant la morale est du côté de Tzahal. Ce n'est pas de notre faute si nous nous combattons contre des ennemis sataniques qui utilisent les populations civiles. Nous ne faisons pas cela. Et je peux vous assurer qu'au sein du peuple israélien, à la différence de certaines personnes que j'entends parfois sur les plateaux de télé ici, il n'y a pas de haine, nous n'avons pas de haine à l'égard ni des Palestiniens, Raphaël ni des Libanais. Raphaël Jérusalemi, la dimension de vengeance, vous savez comme moi, il ne faut pas la nier non plus. Moi, des officiers israéliens m'ont dit au moment de Gaza,
on va transformer Gaza en parking parce qu'ils sortaient du 7 octobre, et c'est humain. Moi, je ne juge pas, je ne juge ni les uns ni les autres. Quand on subit à ce point-là quelque chose, il y a un désir. Les Américains, après le 11 septembre, ont voulu frapper fort. Les Français, après le Bataclan, quand ils bombardaient Raqqa, il y avait aussi une dimension de revanche. Il ne faut pas nier, c'est vrai dans tous les peuples et depuis la nuit des temps. Cette réalité existe aussi. Non, bien sûr. Après, ce sont des moments de test immenses pour une démocratie. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit si elle est solide sur ses valeurs. C'est dans son comportement qu'une démocratie reste fidèle à elle-même ou qu'elle trahit ce qui fait son fondement. Et qu'on le veuille ou non, ce qui fait le fondement et la colonne vertébrale d'une démocratie, c'est l'état de droit et sa capacité, même quand elle est attaquée de manière injuste et inégale. C'est le principe du terroriste qui attaque de manière asymétrique, c'est de rester solide et de ne pas, j'allais dire, trahir ces valeurs. Sinon, eh bien, on a Vladimir Poutine qui fait le tour du monde en disant, en brandissant les images de Gaza, mais où est la démocratie? Je me rappelle, Elie Wiesel, alors je ne compare pas du tout ni les guerres ni les situations, il faut toujours bien faire les distinguos, mais Elie Wiesel qui me racontait, il disait d'abord, il était très pieux, il disait, moi la vengeance c'est pas bien, je suis contre, etc. Mais il disait, quand même, quand j'ai traversé l'Allemagne et que je voyais tout bien aplati, j'avais une joie. Et Elie Wiesel confessait avec beaucoup de sincérité le fait que toutes les maisons soient bien aplaties. En 1945, quand on traversait l'Allemagne, c'était plat. C'est-à-dire les bombes américaines, anglaises avaient tellement aplati le pays, et là c'était tout le monde, civil. Voilà. Et il ressentait, il l'avouait avec beaucoup de franchise, une satisfaction. Mais la question des civils collaborateurs, effectivement, elle est extrêmement importante dans toutes les guerres. Tous les civils ne sont pas des collaborateurs, ni au sud de Liban, ni en Ukraine, etc., etc. Il faut quand même faire des différences et puis surtout, peut-être, plutôt juger, apporter des preuves, plutôt que faire des victimes dites collatérales et puis ensuite ça se Donc vraiment, je tiens à souligner que tous les civils ne sont pas des collaborateurs.